Les dessins animés, c'est pour les enfants. Non. Non. Ce n'est pas vrai. Vous avez certainement déjà entendu ça quelque part. À vrai dire, on vous l'a peut-être même tellement rabâché qu'aujourd'hui vous ne regardez tout simplement plus de dessins animés. Eh bien, laissez-moi vous dire que votre vie est très triste. Déjà parce que vous passez à côté de beaucoup de choses, mais aussi et surtout parce que mon contenu devient moins intéressant pour vous. Et ça, c'est sûrement la pire des choses qui puisse vous arriver dans votre vie. Mais quelle horreur! Bon, dans un premier temps, si vous pensez encore que les dessins animés sont réservés aux enfants, c'est que vous êtes passé à côté de petits succès tels que South Park, bien cru comme il faut. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, moi, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Ou les Simpsons qui proposent un épisode horreur à chacune de leurs saisons. En réalité, des dessins animés qui abordent des sujets plus matures, il y en a eu des tas. Il y en a eu un bon élan aux États-Unis, tournant souvent autour de la comédie et s'inspirant pour beaucoup des Simpsons, famille américaine de base, autant reprendre une recette qui marche. Malheureusement, l'aspect dessin animé est toujours fortement associé aux enfants, et ces séries-là, avec de l'humour un poil plus mature, on va pas se mentir, c'est pas extrêmement mature non plus, vont rester bloquées dans un entre-deux et finiront dans la case pour adolescents, ou adultes quelque peu immatures. Mais alors, est-ce qu'on est bloqué avec des dessins animés enfants et adolescents? Pas sûr. Ça fait maintenant des années que l'animation crée, se développe et s'essaye à d'autres types de scénarios plus ambitieux, avec des sujets plus profonds. On pourrait parler d'Arcane et de la complexité de ses personnages et des épreuves qu'ils traversent, de Rick et Morty qui, bien que sale gosse dans l'âme, pose des questions métaphysiques bien réelles, en plus d'y coller un cynisme exemplaire. On pourrait aussi parler des animés japonais qui sont devenus un format pour raconter tout un tas d'histoires, et certaines bien loin du monde des enfants, auxquels ils étaient destinés premièrement. Mais aujourd'hui, on va parler d'un dessin animé qui a cartonné à travers le monde pour son sujet mature, tout en gardant ses traits enfantins. Il est pourtant bien moins connu en France, j'ai nommé... The Amazing Digital Circus! The Amazing Digital Circus est une série créée par Cooper Smith Goodwin, plus connue sous le nom de Gooseworks, une youtubeuse, artiste, musicienne et écrivaine américaine de talent, puisqu'on lui doit également la bande originale de Has-Been Hotel, que l'on verra probablement dans un autre épisode. Et par Glitch Productions, un petit studio d'animation australien. Fondé en 2017, il connaîtra un petit succès avec Meta Runner ou encore Murder Drones, mais j'avoue être complètement passé à côté. Il continue à produire de nouveaux projets d'animation en ce moment même, comme The Gaslight District qui vient de sortir, sur lequel une certaine Dana Terrace a participé, un nom qui reviendra quelques fois dans mes prochaines vidéos. Et pour cette première vidéo qui aborde une œuvre plus récente, on s'attaque pas à n'importe quoi, puisque The Amazing Digital Circus a décidé de ne rien faire comme tout le monde. Sorti en 2023 et dont la diffusion se poursuit aujourd'hui, c'est un dessin animé qui jouit du titre de web-série, car il est diffusé directement sur YouTube. Et ça veut dire que tout le monde y a accès gratuitement, et ce dans 20 langues différentes. Donc allez en profiter. Deuxièmement, son épisode pilote est devenu l'épisode pilote indépendant le plus populaire de l'histoire. Récoltant plus de 100 millions de vues lors de son premier mois, il en est aujourd'hui à 371 millions de vues, ce qui est titanesque. À titre de comparaison, c'est plus que le clip de Like a Prayer de Madonna, qui est à 344 millions, et qui a pourtant tout pété en 2024 dans de nombreux edits TikTok, grâce à Deadpool et déjà fort de son succès avant ça. Ils ont fait plus qu'une musique populaire, je sais pas si vous imaginez. Une musique, on l'écoute facilement plusieurs fois, un dessin animé, c'est pas vraiment le cas. Oui, mais voilà, il se trouve que TADC, du petit nom que lui donnent ses fans, a également eu droit à sa musique en edit TikTok, car vous avez potentiellement entendu ceci. Mais qu'est-ce qui fait que The Amazing Digital Circus ait autant passionné les foules?
Comment un dessin animé amateur aux airs de Oui Oui a découvert ce qu'est la vraie 3D peut se retrouver aussi vite propulsé dans l'histoire? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Normalement, je cherche à vous donner envie d'aller voir l'œuvre sans trop vous spoiler. Le problème, c'est qu'il n'existe que 4 épisodes au moment où je vous parle. Du coup, ne serait-ce que parler de l'épisode 1 à l'heure actuelle reviendrait à vous spoiler déjà une bonne partie de l'histoire. Soyez donc prévenus, si jamais vous voulez aller voir TADC avec le plaisir de la découverte et sans analyse, il est peut-être temps d'aller le voir avant de revenir. Pour ceux qui se moquent d'être spoilés ou qui sont hypnotisés par ma douce voix parce qu'il n'y a qu'elle qui cante. Poursuivons. Et bon retour pour les autres qui sont allés voir les épisodes entre-temps. Nous commençons donc l'épisode avec Kane, le monsieur loyal du cirque, et sa fidèle assistante Bubble, qui n'est autre qu'un chomp de Mario en version savonneuse. Ceux-ci nous introduisent à l'aventure avec un générique mettant en scène les différents protagonistes. Mais d'un coup, l'épisode se met à bugger et un personnage aux allures de bouffon fait son apparition, suivi de près par une première référence méta avec le clipping. Mais quoi donc, qu'est-ce que c'est que le clipping, me direz-vous? Il s'agit d'un bug survenant parfois dans les jeux vidéo où certains objets traversent des surfaces, ou s'interpénètrent de façon non voulue. C'est très mal. Nous avons donc un petit indice sur le fait qu'on se trouve dans un jeu vidéo, ce qui sera très vite confirmé par Jax demandant au maître du jeu Kane, is this one of your NPCs? si notre nouveau personnage est un PNJ, un personnage non joueur, langage de gamer, ou un nouvel humain. Son premier réflexe étant de tenter d'enlever un casque de réalité virtuelle, nous comprenons donc que nous avons une nouvelle humaine dans l'équipe. La tonne de questions qui l'assaillent la faisant paniquer un peu, elle lâchera de bons gros merde, fichtre, bigreflûte, ce qui semble malheureusement censuré dans ce monde, parce que... Now, my dear, we can't have any of that foul language around here. The Amazing Digital Circus is a place to be enjoyed by all ages. Ce sur quoi elle demandera comment partir, puisqu'à quoi bon rester dans un monde dans lequel on ne peut pas dire à notre prochain que sa mère boit l'eau des pattes. Cette grosse p***. Et il se trouve... qu'on peut pas. Well, don't freak out about it or anything, but, we don't exactly... You can't. What? Shut up, Jax. But, yeah, he's right. Tout le monde ici semble être bloqué là depuis des années, et ont, comme elle va devoir le faire, dû s'habituer à leur nouveau corps et à leur nouveau lieu de vie. POV, moi, à chaque fois que je signe un CDI. On lui présente donc les lieux, tout ça jusqu'au Void, qui semble être une infinité en bordure de map. Mais juste avant d'être ramené à son point de départ, notre nouvelle arrivée remarque une porte de sortie. Il en existe donc bien une. Mais le maître du jeu semble très évasif sur le sujet et tente de la convaincre qu'il s'agit d'hallucination digitale. Et est-ce que c'est toi qui as chié dans la litière du chat? Hallucination digitale. Putain, t'es vraiment un gros dégueulasse, merde. J'aurais essayé. Sur ce, notre bouffonne se rend compte qu'elle ne se souvient pas de son nom. Il est donc temps de lui en trouver un nouveau. What do you think of... I don't... You're right, terrible. Let's try that again. Ce sera donc Pomni, et pour la mettre en jambe, sa première aventure aura lieu à même le cirque, avec une chasse aux gloinks. C'est quoi un gloinks? Pas grand chose d'intéressant. C'est une petite bestiole là qui chaparde des trucs. Et donc Zooble, puisqu'elle est composée de trucs. La tâche de la récupérer est donc confiée à Gangle, la cousine de la cuitochette de Toy Story avec zéro confiance en elle, et Kinger, une pièce d'échec, à qui il manque bien plus que 64 cases. Tandis que le malicieux Jax et la douce Ragatha iront chercher Kofmo, le clown absent du générique, avec Pomni, histoire de la lui présenter. Malheureusement, il semblerait que Kofmo ait été abstracted, comprenez corrompu, comme un fichier. Un état de folie sans retour que l'on peut atteindre en restant coincé ici trop longtemps. Kofmo va donc se déchaîner. Pomni prend donc peur et abandonne alors Ragatha à son sort, mais finira par revenir pour l'aider, contrairement à Jax, qui s'est barré à la première occasion. Un seul moyen de le faire, trouver Kane, le maître du jeu, qui pourrait tout arranger. En cherchant un petit peu à travers le cirque,
Pomni va finir par tomber sur la porte rouge de sortie qu'elle avait aperçue plus tôt. Et tenter sa chance. Pendant ce temps, Jax a rejoint les autres et ils sont tombés sur la reine des Gloinks, ce gros truc dégueulasse qui ressemble à rien. Mais c'est pas grave puisqu'il va se faire martyriser la tronche par le Kofmo corrompu qui a su trouver son chemin jusque-là. De son côté, Pomni se rend compte que derrière la porte de sortie se trouve une salle avec une autre porte de sortie. Et ainsi de suite. La faisant naviguer à travers un dédale de salles de bureau, semblant quelconque, jusqu'à ce moment-là. Un bureau étrange sur lequel se trouve un casque de réalité virtuelle, et qui semble pas mal perturber notre ami, s'agissant sans doute du point de départ qui l'a mené ici. Mystère. Mentalement instable, elle continue donc à travers les portes de sortie, jusqu'à tomber sur l'immensité du Void. Mais Kane reçoit une alerte qu'elle se trouve là-bas et vient donc l'en sortir afin qu'elle ne soit pas, je cite, spoilée, avant d'arranger le reste de quelques claquements de doigts comme mettre Kofmo en quarantaine avec les autres corrompus. Ou remettre Ragatha sur pied. Une explication est donnée pour les portes de sortie qu'a pu traverser Pomni. Il s'agissait d'un travail non fini du maître du jeu, qui, voyant que les joueurs souhaitaient sortir à tout prix, cherchait à leur offrir ce qu'ils voulaient. Mais il n'a jamais trouvé quoi mettre derrière la porte de sortie pour les satisfaire. C'est donc une désillusion totale et la meilleure entrée en matière pour Pomni dans ce monde, qui lui fait comprendre que tout espoir est vain. La voilà coincée ici, à jamais, jusqu'à ce que la folie s'empare d'elle pour la corrompre. L'épisode se termine par une remontée de la mise en abîme de la série jusqu'à ce plan que l'on pourrait croire être le même qu'aperçu par Pomni plus tôt, mais celui-ci semble cependant légèrement différent. Regardez, en les mettant côte à côte, on se rend compte que celle de fin, eh bien c'est une photo. Il s'agirait donc bien du monde réel. Voilà qui nous laisse avec beaucoup de questions, mais néanmoins une certitude, les personnages sont dans un enfer pas possible. Pomni n'est pas la seule humaine dans cette histoire. Tous nos personnages principaux composent déjà avec ce fait établi. La seule issue est la folie. C'est pourquoi il deviendra intéressant de suivre chacun d'eux, puisqu'ils proposent une philosophie différente face à la chose. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand il n'y a plus rien à faire ? Est-ce que garder espoir est sain quand celui-ci n'est plus permis ? Faut-il embrasser le chaos ou bien trouver sa force en protégeant les autres ? Quand on ne peut plus se poser la question du sens de la vie, on se pose la question du sens de l'être. Il n'y a pas d'échappatoire. Une IA qui semble tout contrôler, si ce n'est le moyen de les faire sortir de là, même la mort ne viendra jamais les sauver. Ils sont confinés dans un espace où aucune de leurs actions ne pourra faire sens, et il semble peu probable qu'ils sortent de cette situation un jour. Il s'agit là d'une récurrence scénaristique popularisée par la nouvelle dystopique « Je n'ai pas de bouche, mais il faut que je crie » d'Harlan Ellison, mettant en scène 5 personnages coincés à l'intérieur d'AM, un super ordinateur dont il ne semble pas pouvoir s'échapper, pas même par la mort qui ne semble pas être une option. Certains d'entre vous auront pu y voir des similarités avec la série Severance qui s'en inspire aussi, mettant également en scène des personnages amnésiques dans un enfer semblable mais un poil plus réaliste. A noter que le premier épisode commence aussi avec une nouvelle arrivée. Et j'y vois pour ma part des similarités avec cet épisode de Black Mirror, où une jeune femme fait une copie de son cerveau afin qu'elle serve d'IA domotique, et c'est bien une version d'elle-même qui reste coincée dans le dispositif. Ou avec moi qui suis une copie de toi enfermée en tant que voix off qui ne peut s'exprimer qu'au travers de tes vidéos ? Pour ce qui est de l'esthétique globale de The Amazing Digital Circus, un certain nombre d'éléments nous poussent à penser aux années 90, début 2000, à commencer par ces ordinateurs sur lesquels devait tourner au maximum Windows XP. Windows XP, tu me manques. Mais sachez également que la VR voit vraiment le jour dans ces années-là. Elle était bien loin de ressembler à ce qu'on a aujourd'hui, mais bon, elle existait. Et vous avez vu ces décors ? Damiers au sol, des formes simples,
Architecture étrange, et oui, The Amazing Digital Circus est un melting pot de ce qu'était la réalité virtuelle, la 3D et les jeux vidéo à cette époque. On peut donc en déduire pour les amateurs de théorie que nos personnages évoluent dans la fin des années 90. Après tout, eux-mêmes sont inspirés de personnages de cette époque-là, ou plus anciens. Pomni partage clairement des traits avec Nights de Nights into Dreams sorti en 96 sur Sega, Jax avec Max de Sam & Max sorti en 93, Gangle serait inspiré de Poppy the Performer, un show en CGI pour enfants japonais du début des années 2000. Et on peut également remettre Bubble sur le tapis. Bonjour Super Mario 64. TADC transpire un amour pour les jeux vidéo et la 3D dans tout un tas de références, qu'elles soient dans le langage ou dans le visuel, comme avec la théière de Luta, objet de référence que connaîtront tous ceux qui bossent dans la 3D, et qui fait de nombreuses apparitions à travers la série. Avec tout ça, vous l'aurez compris, ce qui fait le succès de The Amazing Digital Circus, c'est avant tout le mystère. Les quelques éléments sur lesquels on a de potentiels indices sont bien inspirés, la situation dans laquelle se trouvent les personnages semble absolument sans issue, il reste encore tout à découvrir de ceci d'ailleurs. Bref, ce premier épisode soulève énormément de questions, qui auront très certainement une réponse à l'avenir. Et c'est, je pense, ce qui a donné envie aux gens de le regarder et d'en attendre la suite. Moi compris. Parmi les mystères, nous avons le logo CNA, qui semble revenir souvent pour ceux qui tournent autour de l'informatique, et pour être associé à Kane, notre cher IA, et le A pour Abel selon les théoriciens, ce qui donnerait les deux frères incarnant le premier meurtrier et la première victime de meurtre dans la Genèse. Plus de mystères donc. Nous avons également le nombre 57 qui revient souvent et semble être un easter egg tout comme le A113 récurrent dans les films des studios Pixar. Hors anecdote, le deuxième épisode servira à bien appuyer sur l'enfer que peut être l'univers et comment Pomni peut trouver sa place dans tout ça. Puis chaque épisode suivant se focalisera sur un personnage du groupe en particulier, histoire qu'on en découvre plus sur eux également. C'est pourquoi je ne vous ai pas présenté les personnages plus que ça. Ils ont des traits de personnalité marqués, mais on sait trop peu de choses sur eux avant d'arriver à un épisode qui les met à l'honneur. Et je vous laisse bien sûr le plaisir de découvrir tout ça. Sachez d'ailleurs qu'avec le succès aussi unanime du premier épisode, le budget et le temps alloué au suivant a pu augmenter et ça se ressent. L'animation est de plus en plus belle, plus de personnes peuvent travailler dessus, et regardez-moi ces plans magnifiques. Et si tout ça ne vous donne pas envie de le voir, eh bien je sais pas ce qu'il vous faut. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à massacrer le pouce bleu, à vous abonner, c'est juste un petit clic, et à partager la vidéo. Je voulais également prendre ce petit temps de fin de vidéo pour vous remercier, parce que j'ai eu de nombreux retours par rapport à mes 2 vidéos précédentes, des très bons retours je dois dire, et ça fait extrêmement chaud au cœur. Merci beaucoup de me suivre jusque-là, merci beaucoup à ceux qui ont partagé les vidéos, qui ont même partagé à leur famille de ce que vous m'avez dit, donc ça fait extrêmement plaisir, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.